Merci à vous. Vous représentez donc la liste d'Union de la gauche, hormis LFI, et c'est Dominique Pialot qui va vous poser la première question. En effet. Alors la première question, c'est la même pour tout le monde. Donc on va vous demander quels sont vos projets phares en matière de transition écologique et quelle part du budget de la ville de Paris vous entendez consacrer à ce sujet de l'écologie. Alors, question vaste, parce que les axes du projet sur la transition écologique et la préparation au changement climatique, à la lutte contre la pollution, le champ est... Mais peut-être l'enjeu principal, après la révolution des mobilités, qui a été notamment accélérée par Anne Hidalgo, le sujet majeur aujourd'hui, c'est celui de la rénovation thermique du bâti. Alors, on a aujourd'hui un niveau de consommation en énergie, en perte d'énergie et le mix énergétique pour alimenter tout cela, qui est vraiment l'enjeu structurant qui nous permettra de rester dans la trajectoire de neutralité carbone 2050 et c'est celui qui va évidemment consommer beaucoup de crédits. La part du budget sur la question écologique, elle est connue puisque nous documentons ce qu'on appelle un budget vert, vous connaissez cela, c'est le retraitement des dépenses publiques. C'est assez compliqué parce qu'en réalité, ça engage beaucoup de dépenses différentes, mais on estime que c'est un tiers des dépenses qui sont très directement liées à la mise en œuvre de politiques en matière de climat. Ça va depuis les investissements immobiliers, notamment dans la rénovation énergétique, la question des investissements en matière d'aménagement d'espaces publics, et puis aussi toutes les politiques sociales qui viennent soutenir les enjeux climatiques, que ce soit l'aide alimentaire, les investissements dans la transition alimentaire et l'agriculture urbaine. Donc le champ est vaste, mais c'est à peu près l'ordre d'idée, c'est un tiers. Un tiers, c'est un tiers de 10 milliards en fonctionnement à peu près chaque année. Et puis sur une mandature complète, c'est autour d'un tiers sur 10 milliards d'investissements cumulés sur 6 ans de mandature. Est-ce qu'il y a une mesure concernant l'environnement ou la transition écologique qui a été fait dans la précédente mandature que vous n'auriez pas faite? Non, sur le principe non. Peut-être sur la méthode, j'en aurais fait certaines différemment. Mais par exemple sur l'aménagement de l'espace public, je trouve qu'à des moments on a fait trop de choses en même temps. Mais et voilà, j'aurais fait sans doute un calendrier de travaux un peu différent. D'abord pour la qualité de la mise en œuvre, mais sur les principes, évidemment que je soutiens tout ce qui a été fait. Dominique. Oui, David Béliard a dit dans une interview que la mandature, donc l'équipe sortante à laquelle vous avez appartenu longtemps, avait réussi à rendre l'écologie quelque chose de beau, sexy et sympa. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le ressenti majoritaire? Et qu'est-ce que, si ce n'est pas le cas, vous avez été beaucoup attaqué par rapport à ces sujets-là, qu'est-ce que vous proposez pour la prochaine mandature de faire pour essayer justement de rendre ça plus beau, sexy et sympa? Alors d'abord, il a à la fois raison et tort, c'est-à-dire que ça dépend de l'où on observe le sujet. Quand on est soi-même passionné de vélo, ou qu'on s'y est mis, quand on a des enfants et qu'on profite des espaces verts, etc., évidemment, on le vit avec beaucoup plus d'enthousiasme, de façon belle, sexy et enthousiasmante que quand on est artisan et que on doit circuler en fourgonnette toute la journée à Paris. Le sujet est essentiel, c'est celui de comment on embarque tout le monde dans cet enjeu, pour deux raisons. La première, c'est que c'est la condition de la soutenabilité de la mise en œuvre de ces politiques à long terme. Et le deuxième, et il est important à avoir en tête, c'est celui de ne pas risquer le backlash écologique, c'est-à-dire le brusque retour en arrière où par manque de conviction, il y a une alternance qui signifie un retour en arrière. Et donc j'ai, avec David et avec tous ceux qui m'entourent, le souci de la pédagogie, de la conviction et du dialogue d'une certaine manière. Il ne faut pas que le dialogue, ce soit l'argument de l'immobilisme et de l'inaction, qui est parfois un peu le risque. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas faire comme ça, c'est surtout parce qu'ils ne veulent pas faire du tout. Et donc, il faut être droit là-dessus, sur les orientations qu'on porte. Et après, il faut trouver les cadres de dialogue, de discussion, pour le mettre en œuvre de façon satisfaisante. Mais je le dis, l'ambition que nous portons, le projet que nous portons, est un projet qui est résolument, radicalement écologiste, non pas par dogmatisme, mais par souci d'efficacité, par souci de protection de la qualité de vie, de la lutte contre les pollutions et de la préparation à long terme de notre territoire à relever les enjeux du changement climatique qui, quoi qu'on en pense, que ce soit bien ou pas bien, sera là
et aura des conséquences immenses si on ne le prépare pas intelligemment à l'avance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes, parce qu'on n'a pas énormément de temps, de ce qu'est le PLU bioclimatique? Je pense que c'est un peu la base en fait de votre programme sur ces sujets de transition écologique. Oui, c'est vrai que le PLU bioclimatique, il correspond vraiment à un changement de paradigme. Mais si je peux le simplifier, on passe d'un PLU avant, qui était un PLU de production, à un PLU de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire garantir certains fondamentaux. Je le dis, c'est un PLU qui continuera à permettre de bâtir. Nous devons produire des logements. Simplement, il impose des règles qui ont plusieurs objectifs. La première, c'est la préservation de la pleine terre à tout prix, dans les espaces publics, dans les espaces privés. Et le PLU bioclimatique déploie une ambition de 300 hectares supplémentaires d'espaces verts, à la fois d'espaces verts au sens jardin public, mais aussi la question de la désimperméabilisation, notamment dans l'espace public, et puis enfin, l'incitation à la désimperméabilisation, notamment dans le domaine privé, puisqu'il y a beaucoup du domaine privé qui reste imperméabilisé. Son deuxième angle, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé bioclimatique, c'est qu'il intègre sur le plan des règlements d'urbanisme la question inspiré par les travaux de l'architecture bioclimatique, c'est-à-dire comment on transforme les immeubles et on les adapte aux enjeux climatiques. Ça veut dire, en gros, faciliter tout ce qui concourt à le réchauffer, à rafraîchir ou à chauffer sans avoir recours à de la consommation d'énergie. On passe par plein de techniques, je ne vais pas détailler ici, mais la question des comment faire des appartements qui soient traversants, comment on traite les eaux de pluie, avec notamment des trucs assez compliqués parce que c'est des sujets d'architectes, mais qui en fait rejoignent le bon sens sur la question du traitement des eaux de pluie, sur la question des matériaux utilisés, sur la question. Je vous arrête, Emmanuel Grégoire. Oui. Là, vous parlez de construction neuve. Tout à l'heure, vous avez, enfin, c'est plutôt sur le neuf qu'on peut adapter. Oh, pas seulement, parce que 90% de l'urbain de 2050 est déjà là. Construit. Donc le PLU a vocation à transformer ce parc existant. D'accord. Alors, pour ce qui concerne le sujet principal que vous avez abordé, à savoir la rénovation du bâtiment, est-ce que quel est le chiffre des rénovations dans le logement social par an aujourd'hui? J'ai lu 4000, c'est ça C'est 5000 par an. 5000. Et nous avons pour objectif de maintenir ce rythme qui, je le dis, est un rythme spectaculaire pour plusieurs raisons. La première est pratique, c'est que quand on fait des rénovations de grands ensembles sociaux, on doit faire des opérations extrêmement complexes. C'est rare de pouvoir le faire en site occupé. Donc, faut utiliser des opérations tiroirs. C'est extrêmement complexe. C'est pas toujours bien ressenti par les locataires, en particulier par les personnes âgées. Parce que dire à une personne âgée, vous allez quitter votre logement pendant 5 ans pour qu'on le rénove, c'est pas forcément la garantie qu'elle puisse y revenir un jour. Et donc, c'est évidemment, ça soulève des questions sociales majeures. Mais donc, on va maintenir ce rythme de 5000 par an, 5000 dans le logement social, donc un objectif de 35 000 sur la mandature. Et ça, c'est le plus important, le levier supplémentaire, avec l'Agence parisienne du climat et le dispositif Éco-Rénovons Paris, le sujet de la rénovation et de l'accompagnement sur la rénovation du parc privé. Avec un objectif de 200 000 logements. Voilà. Et ça, comment on fait, sachant qu'il y a toute la difficulté de convaincre les copropriétés. Enfin, j'ai l'impression que ça fait des décennies qu'on parle de ça. Alors, sans doute que ça avance, mais est-ce que ça va avancer au rythme que vous souhaitez? Alors, oui, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. D'abord parce qu'on a une expérience maintenant qui est montée en puissance, et notamment l'Agence parisienne du climat a fait le tour de toutes les mairies d'arrondissement. Nous avons à peu près aujourd'hui, à l'Agence parisienne du climat, un tiers des copropriétés qui sont enregistrées en études préalables. Deuxième chose, nous fournissons une AMO gratuite aux copropriétés pour les accompagner dans l'évaluation. Assistance à la maîtrise d'ouvrage, peut-être. Voilà. En gros, les gens qui vont réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait et évaluer combien ça va coûter. Troisièmement, moi, à titre personnel, je porte une proposition de loi parce que je pense qu'elle aboutira à un moment donné avec la Fondation pour le logement et d'autres parlementaires sur les bouilloires thermiques, dans lequel on simplifie un peu les règles de copropriété pour emporter la décision. Deuxième chose qui permet de discuter un sujet majeur à Paris, celui de la protection patrimoniale et du rôle des architectes des bâtiments de France en la matière, qui font leur travail, il faut en être reconnaissant, mais qui sont parfois pas toujours facilitants sur cet enjeu. Et le dernier point de vigilance qui est très important, on parle beaucoup de l'accompagnement des copropriétés, il faut aussi penser aux locataires des copropriétés privées. Parce que autant un propriétaire occupant, il a un intérêt à rénover son propre logement puisqu'il y habite et il va faire une économie. Mais les propriétaires sont parfois moins attentifs et moins enclins à accompagner des travaux quand ils sont
propriétaires bailleurs. Et nous, on veut avoir une attention aussi pour tous ceux qui sont locataires dans le parc privé et trouver les mécanismes incitatifs. L'objectif des aides techniques et financières à la disposition des copropriétés, c'est de tendre vers le zéro reste à charge pour les foyers les plus modestes, sinon il n'y aura pas de rénovation. Et donc on va y mettre des moyens, y compris des moyens qui nous permettent d'investir de l'argent public, mais à un moment donné de récupérer une forme d'intéressement un peu plus tard, notamment par exemple à la revente du bien. Nous évoquions tout à l'heure les mobilités douces. Vous voulez continuer, vous avez annoncé que vous alliez piétoniser 1000 rues à Paris, et vous le dites, il ne faut pas non plus braquer les Parisiens, on le sait, beaucoup de Parisiens fuient Paris, les familles notamment. Est-ce que vous pensez que tout cela est compatible et correspond aussi à une lutte contre les inégalités sociales ? Alors d'abord, rappeler, question évidemment majeure, 80% des Parisiens n'ont plus de voiture. Donc il faut quand même rappeler ce chiffre, c'est 80% des Parisiens, ils se débrouillent comme tout le monde, comme moi, en transport en commun, dans des mix, piétons, vélos, et l'idée étant taxi parfois ou autre mobilité, mais en gros d'avoir ce panier de mobilité et de pouvoir piocher dedans à la demande. 3000 rues piétonnes, ou plutôt je parle de cœur piétonnier. D'abord dire c'est pas la mairie centrale qui s'en occupera, je veux laisser ça aux maires d'arrondissement qui sauront avec leurs écosystèmes locaux choisir quels sont les bons lieux pour le faire. Ensuite, ce ne serait pas suffisant d'avoir l'ambition de piétoniser 1000 rues. Il y a un peu moins de 7000 voies publiques à Paris. C'est pas hors de portée d'en faire des petits bouts au gré d'opportunités identifiées par les maires d'arrondissement. Ça ne suffirait pas de faire ça si on ne complétait pas d'une offre puissante complémentaire en matière de mobilité, transport en commun. Notamment un projet phare qui est de créer 15 lignes de bus express à Paris avec des sites ultra protégés de façon à ce qu'il puisse y avoir d'une rapidité de service qui est une des conditions pour que ce mode de transport qui est idéal parce que c'est quand même le seul 100% accessible, y compris au PMR, il a été intégralement mis en accessibilité PMR. Et 100% électrique ? Alors c'est pas là pour le coup c'est pas nous parce que c'est pas nous qui achetons les bus, c'est Île-de-France Mobilité. Évidemment tendre vers l'électrique est souhaitable. D'ailleurs une partie de la flotte commence à l'être. C'est un plan de développement. Je peux pas prendre des engagements pour d'autres autorités administratives. Et à propos d'Île-de-France Mobilité, un de vos concurrents dit que, dans son programme figure le fait de peser plus lourdement dans les décisions d'Île-de-France Mobilité au regard de ce que la ville consent financièrement. Est-ce qu'en termes de gouvernance c'est possible ça en fait? Alors moi j'aimerais beaucoup, je suis d'accord avec ça, y compris parce qu'on y met 700 millions d'euros par an, mais il faut changer la loi. L'autorité organisatrice... Aujourd'hui vous pouvez rien dire. Si, mais on a un nombre de sièges dans un conseil d'administration où les départements, parce que c'est principalement au titre de la contribution départementale obligatoire que nous sommes représentés à Île-de-France Mobilité, c'est une très bonne idée. J'y adhère totalement, mais il faut changer la loi. Chiche, et je ne suis pas sûr que... En tout cas, un sujet important, plus important à mon avis que de décider. Moi, je veux pas décider de tout. Il y a des gens qui font très bien leur métier. Il y a une chose sur laquelle nous avons une revendication précise et depuis longtemps, c'est je pense que Île-de-France Mobilité ou la région devrait laisser la compétence sur les bus. Pourquoi ? Parce que ce qui crée le bus, c'est un moyen de déplacement de surface, très lié au plan de circulation. Or, les plans de circulation sont de la compétence communale. Ouais. Et donc, dans n'importe quelle métropole de France, le réseau de bus, il est exploité par l'intercommunalité. Et comme ça, quand un maire fait n'importe quoi sur un sens interdit ou je sais pas quoi, on lui tire l'oreille, mais en tout cas, c'est dans un niveau de gouvernance cohérent. Or, en Ile-de-France, c'est pas cohérent. Le plan de bus, il est revu à la va comme je te pousse tous les 20 ans, à peu près, de façon significative, ce qui n'est pas en adéquation avec la rapidité de changement des polices de circulation exercées par les maires. Et sur le dernier point quand même, c'est que je voulais évoquer, c'est sur les vélos. Je rappelle ma mobilité prioritaire à moi, c'est le piéton. C'est le piéton, c'est la marche, c'est 50% de la mobilité, c'est la marche. Pourtant, c'est là-dessus que vous êtes, vous, en tant que sortant, le plus attaqué, en fait. La sécurité des député, piétons. Moi, je suis pas sortant. Oui, vous voyez ce que je veux dire, quand même. Oui, bon, on a le droit de faire des plaisanteries. Le piéton, c'est pas vrai. On n'a pas voulu sacrifier le piéton. Simplement, l'émergence et le succès du vélo, qui est vraiment une très bonne nouvelle pour tout le monde, crée un stress lié à des mésusages et à des incivilités qui sont très problématiques. Et nous allons suis cycliste, continuer. Je le vois Moi aussi, je suis cycliste. On va continuer à soutenir puissamment le vélo
parce que c'est essentiel, mais il faut aussi que les vélos, et on va les y aider, y compris parfois un peu par la sanction, il faut assimiler les règles de respect de l'environnement plus rapidement. Il a fallu 40 ans aux automobilistes pour le faire, on n'a pas 40 ans avec les vélos, donc on va essayer de s'y mettre collectivement. L'une des conditions, c'est aussi les infrastructures qu'on doit continuer à améliorer, il y a encore quelques trous dans la raquette. J'ai lu quelque part que votre plan vélo, enfin probablement dans la bouche d'un de vos concurrents, mais le plan vélo existant n'avait été réalisé qu'à hauteur de 37%. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas faux que dire qu'on, alors c'est plus de 37%, mais c'est pas faux qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre tout le plan vélo, ce qui prouve qu'on nous fait des reproches et tout à la fois et son contraire. Mais on veut aller plus loin. Simplement, je le redis, on fait pas n'importe quoi et on peut pas heureusement faire n'importe quoi. Nous avons au moins une autorité administrative avec laquelle nous devons travailler très étroitement sur le sujet. C'est la préfecture de police. Et parfois, nous avons des sujets de débat, de dialogue. Il y a encore des axes majeurs à vélo qui ne sont pas équipés et ce n'est pas normal ou ça pose problème. Le boulevard Saint-Germain, les Kéos, rive droite. Le sujet de doubler Sébastopol parce que c'est la piste cyclable sans doute la plus empruntée du monde avec 15 000 passages jour. Donc il y a des embouteillages de vélos et c'est aussi insupportable en vélo qu'en voiture les embouteillages. Donc on a encore le Dru-Rollin, on a encore beaucoup de grands axes structurants autour de quelques principes. D'abord, sécuriser l'intégralité des réseaux. Deuxièmement, le connecter puissamment au réseau francilien pour en faire un vrai réseau grand parisien. Troisièmement, d'aménager et d'avoir une attention particulière sur les zones dangereuses, les carrefours dangereux. Il y en a encore. Et la quatrième chose, c'est de descendre les pistes cyclables qui avaient été d'abord mis sur les trottoirs. Vous avez tous en tête Magenta, parfois les maréchaux extérieurs. Et aujourd'hui, ça crée des conflits d'usage qui sont insupportables. Et moi, celui qui me pose le plus de problèmes, c'est évidemment la piste cyclable Magenta, où faut rester concentré un peu tout le temps pour ne pas être en situation dangereuse, mais on va y travailler. Alors là, on s'adresse vraiment aux Parisiens, rue par rue. J'espère que tout le monde visualise bien ces endroits. La mairie de Paris a réussi à baisser de 25% les émissions de gaz avec un objectif de 50%. Est-ce que vous tiendrez cet objectif ? Je pense que nous devons. Et à quel horizon ? Nous devons le tenir. Nous avons un plan climat qui a été réactualisé au cours de cette mandature et qui le sera au cours de la prochaine, qui vise à honorer les engagements qu'a pris notre pays, pas seulement la ville, notre pays, dans le cadre des accords de Paris. L'objectif étant autour de deux enjeux. L'enjeu de la neutralité carbone 2050, et s'il y a des spécialistes dans la salle, vous savez à quel point c'est réducteur de ne parler que de l'empreinte carbone, mais enfin ça fait partie du référentiel qui est utilisé par beaucoup. Et le deuxième, c'est évidemment de lutter contre les pollutions. Qui, eux, ont un impact au quotidien. Les pollutions, je pense à la pollution sonore parce que ça compte, mais je pense évidemment aux pollutions à la fois particules fines, qui est un sujet sur lequel nous devons encore beaucoup travailler. Si on a amélioré un certain nombre d'indicateurs de pollution sur les particules fines, nous devons encore progresser et nous devons tenir ces objectifs. Et je pense que nous avons pour cela une chance et donc un devoir, c'est que Paris est une ville très singulière dans sa composition urbaine, dans sa compacité, qui nous donne des atouts immenses par rapport à d'autres grandes villes du monde. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Los Angeles, avec New York, avec Tokyo, etc., qui ont un étalement urbain beaucoup, beaucoup plus grand. Nous, on a une ville extrêmement compacte, qui crée d'autres enjeux de propreté, d'intensité d'usage, etc. Îlot de chaleur urbain. Exactement, le fameux phénomène d'ICU qui est lié à l'effet canyon, asphalte en dessous et des immeubles avec des rues pas très larges. Donc on doit relever ces défis-là, y compris ça nécessite de faire de la végétalisation. Mais on a des leviers, on a de l'or dans les mains pour réussir à démontrer qu'on peut construire une grande ville très attractive sur le plan économique, en matière de rayonnement culturel, etc. Tout ça dans une trajectoire de sobriété et d'efficacité environnementale. Et je dis que vraiment l'enjeu maintenant qui nous permet d'améliorer, c'est le bâti. C'est en gros combien on consomme d'énergie et comment cette énergie est produite. Parce que sur les mobilités, on va encore faire des progrès. Mais disons que les progrès sont de plus en plus marginaux à chaque fois parce que entre les progrès de motorisation, les moteurs sont de moins en moins polluants, même s'ils le sont encore. On a évidemment le développement des transports en commun, du vélo, mais les plus gros gains maintenant à attendre, c'est sur les consommations d'énergie dans les bâtiments. Et là, je le dis, l'un des grands enjeux que nous avons, c'est de capitaliser et de développer nos grands réseaux, ce qu'on appelle les grands services urbains, le chaud, le froid, l'énergie, l'électricité, le gaz, moderniser les réseaux
pour faire en sorte d'avoir des réseaux extrêmement modernes, extrêmement performants. Et on aura l'occasion, je l'espère, d'en parler encore un peu plus dans la campagne. Très rapidement, parce que là c'est la dernière question, avant la conclusion, on a reproché à la ville de Paris d'abattre trop d'arbres. Des arbres qui n'étaient pas toujours malades, mais simplement par souci d'aménagement de tels bâtiments ou autres. Qu'en est-il ? Alors ça a pu être vrai il y a longtemps, mais ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Nous abattons 3% des arbres par an. C'est le cycle naturel. Et je vous dis ça, j'y connais rien, moi. C'est juste que je lis des fiches et que je connais par cœur les fiches parce que je m'intéresse au sujet et que ce sujet de l'arbre m'a énormément intéressé quand j'étais premier adjoint. Les spécialistes vous disent qu'il y a à peu près 3% du stock d'arbres qui meurt à peu près, qu'il faut abattre chaque année. Ce sont notamment liés soit du cycle de vie naturel de l'arbre, soit à des contaminations sur lequel il y a des abattages préventifs de l'arbre malade lui-même et parfois d'un ou deux arbres autour pour éviter les risques de contamination, avec quand même, sur le plan parasitaire, des menaces assez lourdes qui pèsent. Et plus il va faire chaud, plus on va avoir un risque parasitaire. Deuxième sujet, le réchauffement climatique est un enjeu. Nous avons dans les grands centres urbains du nord de l'Europe des arbres qui ne sont pas tout à fait adaptés à encaisser le réchauffement parce que ils ont un choc au stress hydrique. Dès qu'il y a un problème d'eau, ils vont mourir. Et donc, on est en train de faire une mutation des types d'essences. Je te donne une grande conférence sur l'arbre. Elle dure 6 heures. On va en parler. Merci à tous. Voilà, donc on va vous demander de conclure. On va vous demander de conclure sur le sujet que vous souhaitez aborder. Écoutez, on est à un moment de bifurcation. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on revient en arrière ? Est-ce que parfois par démagogie, parfois par populisme ou même par conviction, peut-être les gens ils pensent que c'est pas important, est-ce qu'on continue ce combat pour adapter l'humain et l'empreinte de l'humanité à la planète qui nous entoure, ou est-ce qu'on le subit, est-ce qu'on la crame et on n'aura que nos yeux pour pleurer après ? Le projet qu'on propose, c'est un projet qui propose de continuer dans cette voie exigeante de transformation écologique de la ville, de relations réinventées avec le vivant, avec ce qui nous entoure, en considérant qu'à Paris, le patrimoine architectural est évidemment essentiel, mais son patrimoine naturel va le devenir de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup Emmanuelle Grégoire.